Assalamualaikum everybody, c'est votre frère Adjekoli. Tey dañuy jéem a suivre benn actualité diggante Iran ak Israël. Position américaine. Let's go. Merci en tout cas pour votre confiance et d'être chaque jour plus nombreux. C'est donc cette nuit, heure française, que Donald Trump a annoncé sur son réseau social Truth Social un cessez-le-feu, je cite, complet et total entre Israël et l'Iran. Ce cessez donc xoolee bu baax c'est-à-dire Donald Trump dafa bind benn communiqué pour cessez-le-feu pour arrêter guerre bi nga xamante ne mu ngi xew diggante Iran ak Israël actuellement. mais kañ la ko def mooy ginnaaw bu mu yóbbante seen B2 yooyu noonu dem Iran daal di yàq seen base armée nucléaire wala seen programme nucléaire yi. léegi mu daal di woote lu ñu naan cessez-le-feu ceasefire pour arrêter xeex bi diggante ñaari pays yi ni Israël ak Iran. Let's go. Truth Social, un cessez-le-feu, je cite, complet et total entre Israël et l'Iran. Ce cessez-le-feu, il a été orchestré par les États-Unis donc, avec l'appui du Qatar comme médiateur. Il devait, en théorie, prendre effet vers 6h du matin ce mardi. Et cette annonce, on en parlait hier, elle est survenue peu de temps après que l'Iran a tiré des missiles en direction de bases militaires états-uniennes au Qatar et en Irak. Des missiles qui ont été envoyés en réponse aux bombardements américains de ce samedi sur plusieurs sites nucléaires en Iran. On avait eu l'occasion d'en parler. À noter que selon les États-Unis, l'Iran avait prévenu les États-Unis qu'il frapperait des bases états-uniennes, laissant donc plutôt penser à des frappes plus symboliques qu'autre chose. Alors pour revenir à cet accord tel qu'il a été en tout cas présenté par Donald Trump, l'idée c'était que l'Iran devait d'abord respecter pendant 12 heures un cessez-le-feu, puis venait le tour d'Israël de faire la même chose. L'objectif étant donc d'atteindre un cessez-le-feu total et complet d'ici ce mercredi à 6h. Sauf que, eh bien, dans les faits, la situation reste très confuse. Bon, au départ déjà c'était compliqué puisque ni Israël ni l'Iran n'avaient immédiatement confirmé accepter cet accord après l'annonce de Trump. Et puis dans la nuit, il y a des frappes qui ont été rapportées des deux côtés, faisant plusieurs morts en Iran et en Israël. Pour rappel, depuis le début de la guerre, plus de 400 personnes ont été tuées et 3000 blessés. Ça c'est le bilan en Iran, dont une majorité de civils selon un bilan officiel. Du côté israélien maintenant, au moins 24 personnes ont été tuées selon un bilan qui a été établi avant les frappes de mardi. Alors un peu plus tard dans la matinée, donc ça c'était ce mardi, Israël a officiellement accepté l'accord tout en avertissant, je cite, qu'il réagira avec force à toute violation du cessez-le-feu avec l'Iran. De son côté, l'Iran a confirmé qu'il respecterait la trêve à condition qu'Israël en fasse de même. Mais le truc c'est que tout ça n'a pas vraiment duré longtemps puisque dans la matinée, Israël a accusé l'Iran d'avoir violé la trêve en tirant des missiles sur le nord d'Israël, promettant, je cite, de riposter avec force. De son côté, l'Iran dément ces accusations. Et plus tard, eh bien, l'armée israélienne a lancé des attaques contre l'Iran. Alors dans cette confusion sur la tournure des événements, Trump a réagi dans la foulée, déclarant que l'Iran et Israël avaient chacun violé le cessez-le-feu. Le président des États-Unis a dit même ne pas être, je cite, très content de ce que fait Israël, déclarant, je cite, qu'il faut qu'Israël se calme, estimant aussi qu'Israël a surréagi à une frappe iranienne. Il a aussi déclaré n'être, je cite, pas content de l'Iran. Bon, et pour vous donner toute sa déclaration, il a aussi déclaré, je cite, les deux pays se sont battus pendant si longtemps et si durement qu'ils ne savent plus ce qu'ils foutent. Un peu plus tard, il a tout de même déclaré que le cessez-le-feu était malgré tout en place et que l'Iran, selon lui, ne reconstruirait pas ses installations nucléaires. Alors, comment expliquer que les deux pays ont accepté un cessez-le-feu dans un premier temps? On va commencer rapidement du côté d'Israël. Il faut savoir que le gouvernement israélien a affirmé aujourd'hui avoir, je cite, atteint tous ses objectifs dans cette guerre qu'il a déclenchée le 13 juin avec cette attaque et ce bombardement massif. Selon Israël, cette double opération a permis, je cite, d'éliminer une double menace existentielle immédiate, nucléaire et balistique. C'était donc l'objectif répété ces derniers jours, en plus de la question de la potentielle chute bien du gouvernement iranien, et ce alors que l'Iran appelle historiquement et depuis des années à la destruction de l'État israélien. Alors dans les faits, on en parlait hier, c'est assez difficile de savoir à quel point le programme nucléaire iranien a été réellement touché. Certes, il y a des bombes anti-bunker qui ont été utilisées par les États-Unis et qui ont sans doute causé des destructions importantes, mais il n'y a aucune source indépendante qui n'a pour le moment pu
vérifier leur efficacité totale ou alors une destruction totale du programme. D'ailleurs, de son côté, l'Iran déclare avoir mis à l'abri ses stocks d'uranium enrichi avant les frappes des États-Unis et affirme que son programme n'est pas anéanti. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec ces attaques et ces bombardements massifs, Israël a infligé des pertes importantes au gouvernement iranien, notamment à son élite militaire et scientifique, en tuant plusieurs hauts responsables et chercheurs dans le nucléaire. Par ailleurs, Israël a détruit de nombreuses infrastructures, y compris des installations énergétiques et des systèmes de défense aérienne, affaiblissant la capacité de riposte iranienne. Et au passage, aujourd'hui, on ne va pas revenir en détail sur la question de ce que dit le droit international dans ces situations et pourquoi donc est-ce que cette attaque a fait autant débat. C'est un sujet évidemment très important, mais on l'a déjà analysé beaucoup plus en détail et beaucoup plus longuement ces derniers jours sur ce format. Bon, et ce qui potentiellement peut pousser le gouvernement israélien à accepter, c'est que les frappes iraniennes en Israël, elles ont tout de même détruit plusieurs infrastructures dans le pays, ce qui a un coût financier important. Et elles ont aussi prouvé que le dôme de fer, donc le système de défense antimissile israélien, n'est pas complètement infaillible, ce qui a peut-être donc poussé Israël à accepter tout ça. Alors côté iranien maintenant, je le disais, le pouvoir en place est en situation assez difficile puisque son armée et ses défenses se retrouvent affaiblies. Par ailleurs, concernant l'attaque sur les bases américaines dont on parlait hier, peu de temps après la diffusion de ces actus, on a appris que l'Iran avait prévenu les États-Unis de cette frappe en avance. La base a donc pu être évacuée. Il s'agissait donc davantage d'un message politique et plutôt symbolique, on va dire, de la part de l'Iran plutôt que d'une offensive militaire. L'Iran répétant ne pas souhaiter entrer en guerre avec les États-Unis et Trump a d'ailleurs parlé d'une riposte, je cite, très faible venant de l'Iran. Alors maintenant, quelques éléments de nuance par rapport à tout ce qu'on vient de dire ici. D'abord, premièrement, vous l'avez compris, il y a eu des accusations mutuelles de ne pas respecter ce cessez-le-feu. Donc faudra voir vraiment dans les prochaines minutes et dans les prochaines heures à quoi ça ressemble. Par ailleurs, donc, concernant la question du programme nucléaire iranien, eh bien, l'Iran a tout de même déclaré poursuivre son programme nucléaire, sachant que, eh bien, ces dernières semaines, l'Iran répète vouloir développer son programme nucléaire uniquement pour un usage civil. On ne revient pas sur le détail de tout ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et à noter aussi, pour avoir tout le contexte là-dessus, qu'Israël de son côté dispose aujourd'hui de l'arme nucléaire, même s'il ne l'assume pas publiquement et officiellement. C'est quelque chose qui a déjà été prouvé à de nombreuses reprises. En tout cas, face au risque nucléaire malgré tout avancé par les pays occidentaux, on peut noter que la France, l'Union européenne, mais aussi l'Agence internationale de l'énergie atomique ont appelé l'Iran à revenir à la table des négociations pour parvenir à un accord sur le dossier du nucléaire. On verra donc comment tout cela évolue. En tout cas, l'accord reste fragile pour le moment. Pour terminer sur ce sujet au Moyen-Orient, on voulait aussi faire un nouveau point sur la situation à Gaza, qui est toujours aussi tragique. En Israël, le Forum des familles d'otages et des disparus a demandé ce mardi matin à ce que le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël soit étendu pour inclure un accord sur Gaza. Ce mardi, par ailleurs, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé que 21 personnes rassemblées à proximité d'un centre de distribution d'aide avaient été tuées par des tirs israéliens dans le centre de l'enclave. Shape your ideas with hundreds of shape libraries, from technical systems to flowcharts and process maps, and even org charts. Lucidchart integrates. Environ 150 personnes par ailleurs auraient été blessées. Pour le moment, l'armée israélienne n'a fait aucun commentaire. À noter qu'en raison des restrictions imposées aux médias dans la bande de Gaza et des difficultés d'accès du terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans qui sont annoncés par la défense civile. Mais il faut noter que les personnes tuées près des centres d'aide sont devenues quasiment quotidiennes à Gaza, avec une organisation de cette distribution alimentaire par l'armée israélienne qui est jugée désastreuse. D'ailleurs, on peut noter que l'ONU estime que Israël en fait même un crime de guerre. L'ONU déclare notamment, je cite, « Les personnes désespérées et affamées de Gaza continuent d'être confrontés au choix inhumain de mourir de faim ou de risquer d'être tués en essayant d'obtenir de la nourriture. Voilà, ça me paraissait donc important de faire un nouveau point sur cette situation. On continuera évidemment à vous informer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre directement dans les commentaires. On vous tient au courant dans les prochaines heures, vous le savez, directement sur notre compte Instagram, avec notamment donc cette question du cessez-le-feu. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Aux États-Unis, la Cour suprême, donc la plus haute juridiction du pays, a autorisé ce lundi les expulsions de personnes sans papier vers des pays dont ils ne sont pas originaires. Ces expulsions, qui avaient été suspendues en avril, peuvent donc reprendre. En fait, le juge fédéral Brian Murphy avait ordonné l'arrêt de ces expulsions en estimant que les personnes concernées devaient avoir la possibilité de contester leur expulsion vers un autre pays que le leur. Les 3 juges progressistes de la Cour suprême ont d'ailleurs exprimé leur désaccord et l'une d'entre eux, la juge Sonia Sotomayor,
accuse l'administration Trump, je cite, de conduite illégale flagrante qui expose des milliers de personnes au risque de torture ou de mort en étant envoyées dans des pays sans aucune garantie de protection. À noter que l'affaire initiale concerne 8 immigrés condamnés pour divers crimes aux États-Unis. Ils ont d'abord été expulsés au Soudan du Sud et sont désormais détenus à Djibouti, un pays d'Afrique de l'Est. Il s'agit de 2 Birmans, d'un Vietnamien, d'un Laotien, de 2 Cubains, d'un Mexicain et d'un Sud-Soudanais. En tout cas, cette affaire n'est toujours pas close. La décision est désormais examinée par une cour d'appel et elle pourrait encore évoluer dans les prochaines semaines. Mais en attendant, ce type d'expulsion va donc légalement pouvoir se poursuivre. Deuxième actu, en Espagne, des cadavres de migrants ont été découverts avec les pieds et les mains ligotés au large des îles Baléares ces dernières semaines, selon la garde civile espagnole qui a annoncé l'ouverture d'une enquête ce lundi. Selon le quotidien régional El Diario de Mallorca, qui a révélé l'information, au moins 5 cadavres ont été récupérés depuis mi-mai par des bateaux de la garde civile. D'après les enquêteurs cités par le quotidien, ces migrants pourraient avoir été ligotés puis jetés à la mer durant leur traversée en direction de l'Espagne, peut-être après un différend avec leurs passeurs, donc des personnes qui aident, contre rémunération, des migrants à franchir clandestinement une frontière. L'enquête, qui porte sur des faits d'homicide présumés, devrait permettre d'identifier les victimes et de déterminer les circonstances de leur décès. Troisième actu, après 4 mois de concertation, le conclave des retraites initié par le Premier ministre François Bayrou, qui avait pour but de réexaminer la réforme des retraites de 2023 et la rendre moins impopulaire, s'est soldé par un échec ce lundi. Ce format de discussion était le fruit d'un compromis entre le gouvernement et le Parti socialiste pour éviter que le Parti socialiste ne censure le gouvernement lors du vote du budget 2025. Mais malgré quelques avancées, aucun accord global n'a pu être trouvé, principalement en raison de fortes divisions entre les syndicats des travailleurs et les organisations patronales, notamment sur la question de la prise en compte de la pénibilité des métiers. Le syndicat CFDT, par exemple, réclame que certains facteurs de pénibilité du travail, comme les postures pénibles, l'exposition aux produits chimiques ou à des vibrations mécaniques, soient considérés et permettent de partir plus tôt à la retraite ou d'adapter son temps de travail. En réponse à cet échec, François Bayrou a déclaré ce mardi ne pas vouloir, je cite, se satisfaire d'échouer si près du but, et il a décidé de recevoir ce mardi des représentants syndicaux et patronaux